Bienvenue à Minuit Mystère. Dans un village paisible, la douce chanson d'une choriste cache un secret mortel. Ce soir, Miss Marple suit les indices. Servez-vous une boisson chaude et laissez le mystère s'installer. L'air matinal était légèrement frais, mais la place du village de St. Mary's One World était déjà colorée. C'était le jour de la fête du printemps, un événement qui, depuis des décennies, marquait officiellement le début de la saison pour les villageois, qui par ailleurs gardaient une routine stricte et tranquille. Des stands de gâteaux faits maison, de bocaux de légumes marinés et de fleurs fraîches étaient disposés en rangées soignées, tandis que des enfants couraient, cerfs volants et rubans flottant derrière eux. Miss Marple, assise sur un banc de bois sous le magnolia en fleurs, près des marches de l'église, observait l'activité d'un œil calme et perspicace. Son tricot reposait soigneusement sur ses genoux, même si elle le touchait à peine, trop intéressée par les visages qui l'entouraient. La fête avait commencé innocemment, comme souvent, par un bref hymne d'ouverture interprété par la chorale de l'église. C'est là, sur les vieux bancs en chêne, que le village s'était d'abord tu, empli d'admiration. La jeune Alice Penaligon, la choriste dont tout le monde parlait avec une fierté discrète et une pointe de respect, chantait. Sa voix, délicate et douce, s'élevait comme de l'argent liquide, se répandant sur les villageois rassemblés et transformant les bavardages habituels en murmures de joie. Miss Marple, hochant légèrement la tête, reconnut dans cette voix un charme naturel rare, celui qui pouvait susciter l'émotion sans effort conscient, un charme qui pouvait parfois se révéler dangereux lorsqu'il était mêlé à l'envie humaine. Alice termina son cantique, et des applaudissements éclatèrent, mêlés au fracas d'un recueil de cantiques tombés à terre et au tintement des pièces de monnaie au stand de charité. Les joues de la jeune fille rosirent, et sa mère, Madame Penaligon, redressa nerveusement son chapeau, jetant des regards autour d'elle comme pour confirmer que l'admiration était universelle et incontestée. Mademoiselle Marple observait attentivement ses petits mouvements, remarquant la façon dont la fierté et l'anxiété se mêlaient dans l'attitude de Madame Penaligon. Elle avait maintes fois constaté comment l'orgueil parental pouvait parfois masquer la jalousie qui couvait chez les autres. C'est durant l'heure suivante, tandis que les visiteurs déambulent entre les stands et que les enfants se poursuivaient, des friandises collantes serrées dans leurs petites mains, que la première bizarrerie se produisit. Un cri perçant et instantané retentit en direction de la tribune de l'orgue. Les villageois se figèrent, certains serrant des paniers, d'autres renversant de petites tables d'exposition. Le regard de Miss Marple se porta vers la source, son cœur percevant une tension subtile dans l'air, de celle qui annonçait toujours plus qu'un simple accident. Elle connaissait bien les crises de folie humaine, même si elle les préférait comme des drames silencieux et en cours de développement, plutôt que des perturbations soudaines. Lorsqu'elle atteignit le pied des marches de l'église, une petite foule s'était rassemblée. Alice Penaligon gisait sur le sol de pierre froide de la sacristie, pâle et tremblante. Une délicate tasse de thé, fraîchement servie au stand voisin, reposait renversée à côté d'elle, les dernières traces de tisane à la camomille formant une mince flaque scintillante sur le carrelage. Les yeux de la jeune fille, écarquillés par la stupeur, croisèrent le regard fixe de Miss Marple, et il y eut un bref instant où la femme plus âgée comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple trébuchement ou d'un malaise. Quelque chose de plus sombre s'était produit. Quelqu'un devait bien avoir commencé Madame Penaligon d'une voix tremblante. Miss Marple leva doucement un doigt, non pas pour réprimander, mais avec cette voix calme qui suggérait d'abord l'observation, puis la panique. Elle scruta les visages autour d'elle. Le vicaire, M. Ashworth, avait la main sur la bouche, ses lunettes légèrement de travers l'organiste. M. Whittingham se tenait près de l'échelle du grenier, l'expression mêlant confusion et culpabilité à peine contenue, et un petit groupe d'enfants s'était arrêté, figé en pleine course, comme si l'air lui-même s'était alourdi. Chaque réaction racontait une histoire, mais aucune ne révélait encore toute la vérité. À ce moment-là, des murmures tombaient avaient ainsi commencé à circuler dans la foule, un courant de spéculation qui dépassait la réponse officielle. Certains disaient qu'il s'agissait d'un simple accident, d'un malaise causé par le stress. D'autres, plus acerbes et dotés d'un don pour le drame, suggérèrent que la tasse de thé avait été volontairement renversée, que la voix d'Alice, qui avait tant enchanté l'assemblée, avait provoqué la jalousie. Miss Marple notait attentivement ces murmures. Les ragots, elle le savait bien, étaient le courant sous-jacent où les motivations cachées remontent à la surface, souvent avec plus de fiabilité que n'importe quelle confession. Un agent arriva peu après,
l'air légèrement consterné plutôt qu'alarmé. Il s'agenouilla près d'Alice, vérifiant si elle était blessée, tandis que Miss Marple observait sans interruption. Elle remarqua les fines égratignures sur le poignet de la jeune fille, là où elle s'était arrangée pour sa chute, la légère trace d'encre près du bas de sa robe, des détails si infimes qu'ils auraient échappé à la plupart des regards, mais jamais aux siens. Ils évoquent, subtilement, la hâte, la distraction et la présence d'une autre main, peut-être inaperçue, au moment crucial. Madame Penhaligon s'occupait de sa fille, marmonnant à propos de la tasse de thé, abîmée et de la tragédie d'une jeune voix si prometteuse. Miss Marple s'autorisa un léger soupir intérieur. Trop souvent, le chagrin et l'indignation obscurcissaient la réalité. Elle tourna son regard vers la tribune de l'orgue. L'échelle avait été déplacée, son dernier barreau légèrement de travers la partition était éparpillé, une page flottant doucement dans le courant d'air des portes ouvertes de l'église. Ce n'étaient là que des détails mineurs, mais pour l'observateur paisible du village, ils en disaient long. Et à cet instant, tandis que les sanglots d'Alice se mêlaient aux murmures des villageois, Miss Marple pressentit le début d'une histoire bien plus complexe qu'un simple accident. Dans les ruelles familières de ce village, derrière ses portes peintes et ses jardinières fleuries, quelqu'un avait agi avec une intention délibérée. Le doux chant d'une enfant de chœur, la fragile tasse de porcelaine, les visages inquiets de ses proches tels étaient des fils, délicats mais forts, et Miss Marple savait que ce n'est qu'en les suivant avec patience et subtilité que les schémas de la folie et de la malice humaine émergeaient. Tandis que le gendarme conduisait Alice avec douceur vers une chaise près de la sacristie, Miss Marple resta debout, ses aiguilles à tricoter en l'air, mais ses mains immobiles. La foule se dispersa lentement, murmurant d'une voix hésitante, et la fête, autrefois si joyeuse, retint son souffle. Quelque part, sous la surface, un secret commençait à se cristalliser, qui allait mettre à l'épreuve la sagesse sereine de l'observateur le plus discret du village. Même si les sanglots d'Alice Penhaligon se transformaient en hoquets sous les soins attentionnés de sa mère, la place du village demeurait saturée de murmures. Le regard de Miss Marple balaya les festivaliers restants, notant les subtils changements de posture et les regards qui trahissaient la curiosité, le malaise et parfois une satisfaction à peine voilée. Les ragots, songea-t-elle, faisaient partie de la nature humaine au même titre que l'envie de chanter ou de faire la fête, et ils contenaient souvent des parcelles de vérité cachées sous des couches d'exagération. En milieu de matinée, le salon de thé du coin, habituellement refuge pour de tranquilles conversations autour d'une tasse de thé fumante, était devenu un lieu de spéculation officieux. Madame Dolly Harper, connue pour sa langue acérée et son goût pour les conjectures, occupait sa table habituelle, s'éventant avec un mouchoir tout en se penchant pour murmurer à qui voulait l'entendre. « J'ose dire, murmura-t-elle à M. Pritchard le boulanger, que l'échelle n'était pas un hasard. Il y a plus qu'il n'y paraît. » M. Pritchard hocha gravement la tête, bien qu'il semblât moins sûr qu'il ne le laissait paraître. Miss Marple resta à l'écart, son tricot reposant désormais inactif sur ses genoux. Elle observa la façon dont les villageois parlèrent autour de leur thé, certains styles prudents, mesurés, comme pour protéger leur réputation, d'autres parlaient librement, leur excitation prenant le dessus sur la discrétion. L'organiste, M. Whittingham, s'était assis dans un coin, apparemment pour se ressaisir, mais son regard errait nerveusement autour de lui, fixé sur le brouhaha avec une intensité qui ne lui échappa pas. Elle remarqua comment ses mains jouaient avec les boutons de manchette en argent, les faisant tourner comme pour tenter de maintenir son calme. Pendant ce temps, Madame Penhaligon, bien qu'apparemment attentive à Alice, sondait subtilement ses voisins. Ses questions étaient polies mais insistantes, destinées à exhumer ce que les villageois avaient vu. Mademoiselle Marple reconnut les schémas familiers d'anxiété parentale mêlés à une fierté protectrice. L'inquiétude pour la sécurité de l'enfant était sincère, mais sous-jacente, un courant de peur sociale planait, la possibilité que la réputation de la famille soit ternie par un simple faux pas, ou pire, par une malveillance délibérée. Des gradins du festival s'échappaient, un léger bruit de jarres, de rubans, et de temps à autre, quelques cris d'enfants. Au milieu de tout cela, l'attention de Miss Marple fut attirée par un petit morceau de partition plié qui avait flotté depuis la tribune de l'orgue. Il gisait à moitié caché sous un panier de fleurs. La notation, bien qu'incomplète, était écrite d'une écriture qui suggérait hâte et incertitude, l'encre légèrement maculée, comme si les doigts de l'auteur avaient tremblé. De petits détails, songea-elle, en disaient souvent plus que les mots ne le pourraient. Le gendarme local avait repris la direction du festival
Mais son regard restait vigilant, jetant parfois un coup d'œil vers la famille Penaligon. Il semblait désireux de régler l'affaire au plus vite, peut-être pour éviter toute alarme inutile ou maintenir l'ordre, mais sa présence ne parvenait guère à calmer les spéculations. Les villageois murmuraient des rivalités entre les membres du chœur, des jalousies suscitées par la reconnaissance, et imaginaient des affronts qui auraient pu mener à un accident, voire pire. Miss Marple remarqua que 2 jeunes femmes, qui se tenaient près de la tribune de l'orgue pendant le cantique, évitent désormais le contact visuel. L'une, Miss Harriet Kemsley, une amie du cousin aîné d'Alice, paraissait particulièrement tendue, les mains serrées tandis qu'elle murmurait quelque chose à l'autre, qui hocha simplement la tête, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le vicaire. Le jeu d'expressions subtiles, le froncement de sourcils, le pincement des lèvres expriment des angoisses et des secrets qu'elle avait déjà vus dans des drames, bien plus mineurs, apparemment anodins. Le vicaire, M. Ashworth, s'approcha enfin, lent mais posé. Il salua Mademoiselle Marple d'un hochement de tête poli, ses lèvres fines, pincées en une expression d'inquiétude discrète. « Heureusement que la jeune femme est seulement secouée et indemne, » dit-il, bien que son regard trahît une certaine gêne, comme s'il percevait le sentiment de jugement qui traversait déjà l'assemblée. Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête, remarquant l'inquiétude du vicaire mais se réservant de tout commentaire. La dévotion religieuse, elle le savait, pouvait dissimuler à la fois l'orgueil et la peur. À mesure que la matinée avançait, des schémas subtils commençaient à émerger. L'esprit de Miss Marple cataloguait chaque regard, chaque correction hésitante, chaque déni prudent. Elle avait appris depuis longtemps que les villages ordinaires dissimulaient souvent d'extraordinaires complexités et que le calme apparent était souvent un masque délicat. Parmi les bavardages informels sur les thés, les pâtisseries et les fleurs printanières, elle concernait un courant sous-jacent de calcul et de prudence, des soupçons de ressentiment longtemps enfouis et de rivalité passée sous silence. Ce fut le geste suivant de M. Whittingham qui attira son attention avec le plus d'acuité. Il se leva brusquement, murmurant qu'il devait vérifier l'orgue, et monta l'échelle, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule d'une manière qui suggérait à la fois urgence et appréhension. Miss Marple le suivit des yeux. Elle nota discrètement l'angle de l'échelle, le léger frottement sur le bois, trahissant une friction, et la façon dont il s'attardait, une main sur la rampe, comme pour mesurer le risque avant de s'engager davantage. De telles observations, apparemment anodines pour d'autres, étaient souvent la meilleure façon de deviner ses intentions. Lorsque Miss Marple se leva enfin pour examiner de plus près la partition près du panier de fleurs, la fête avait pris un rythme prudent. Les villageois chuchotaient et échangèrent des regards, mais aucun autre incident ne se produisit. Pourtant, sous cette façade joyeuse, elle sentait que l'air était lourd de secrets, et que l'un d'eux avait agi non par accident, mais avec un but précis. Le jour était jeune, et le filet de suspicion commençait à peine à se tisser autour de la douce voix qui s'était éteinte si brusquement dans l'église. Tandis qu'elle se penchait pour examiner les notes tachées, Miss Marple assembla silencieusement dans son esprit des fils d'observation, des regards inquiets, des gestes subtils et des incohérences mineures dans les récits des villageois. Chaque détail était un élément d'un schéma plus vaste. Elle sentait, comme souvent, que la patience et une écoute attentive révéleraient ce que les spéculations hâtives ne pouvaient révéler. Quelque part parmi les sourires polis, les regards inquiets et les conjectures murmurées se cachaient le mobile, l'occasion et la vérité cachée. Et alors qu'elle se redressait pour jeter un nouveau coup d'œil vers la tribune de l'orgue, un changement soudain, presque imperceptible, dans la posture de M. Whittingham attira son attention. Une hésitation si fugace que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Pourtant, pour Miss Marple, cela exprimait le désir si humain de dissimuler, le premier frémissement de culpabilité qui pourrait bien se transformer en révélation. Le léger tremblement que Miss Marple avait observé chez M. Whittingham persistait dans son esprit, tandis qu'elle repliait soigneusement la partition tachée et la glissait dans son réticule. Elle traversa lentement le cimetière, son regard captant les gestes subtils des villageois qui conversaient à voix basse. Même de loin, elle pouvait voir certains visages s'illuminer d'une inquiétude exagérée, tandis que d'autres se crispaient avec retenue, chaque mouvement trahissant d'infimes vérités, presque imperceptibles. Parmi elles, un détail, infime mais pourtant présent, attirait son attention, qu'elle suivait tranquillement, sans inquiétude, car elle avait tant appris que la patience révélait ce que la hâte obscurcissait. Madame Penaligon était revenue auprès d'Alice,
écartant les mèches de cheveux du front de sa fille et murmurant de douces paroles rassurantes. Pourtant, Miss Marple remarqua la légère raideur dans la posture de Madame Penhaligon, la modulation prudente de sa voix et la façon dont elle jetait parfois un coup d'œil au stand du festival. Sous l'inquiétude maternelle, elle soupçonnait une vague d'anxiété sociale, la conscience qu'un faux pas pouvait transformer l'admiration en commérage. L'incident de la tasse de thé, accidentelle ou non, avait déjà commencé à se propager dans les hiérarchies subtiles et les rivalités latentes de la vie villageoise. Non loin de là, Miss Harriet Kemsley et sa compagne chuchotaient encore, la tête penchée l'une contre l'autre. Miss Marple remarqua leur mouvement d'attention. Leurs regards se portaient mis sur le vicaire, l'autre sur les Penhaligon, tous deux semblant tout aussi soucieux d'éviter d'attirer l'attention de l'organiste. Leur posture exprimait une certaine urgence, un accord tacite sur le fait que certaines vérités ne devaient pas être dites à voix haute. Miss Marple catalogua ses mouvements, les enregistrant avec ses observations sur l'hésitation de M. Whittingham. Pendant ce temps, le gendarme s'était posté près des rafraîchissements du festival, officiellement pour superviser, mais aussi, supposait-elle, pour surveiller Alice et sa mère. Il échangea quelques mots avec Mme Dolly Harper, dont les yeux brillaient d'une curiosité à peine contenue, avant de hocher la tête vers l'entrée de l'église. Mademoiselle Marple, observant discrètement, décelait dans chaque regard et chaque geste les ressorts de la politique villageoise, ces subtiles manœuvres pour l'autorité morale et le crédit social qui accompagnent toujours une crise dans une petite communauté. Le festival, réalisateur, était devenu un lieu où l'apparence et la réputation comptaient autant que la vérité. L'attention de Miss Marple se reporta sur la tribune de l'orgue. M. Whittingham était descendu, mais s'attardait au pied de l'échelle, caressant légèrement le bois du bout des doigts, comme pour en vérifier la stabilité. La précision minutieuse, combinée au tremblement qu'elle avait remarqué, suggérait plus que de la nervosité, elle laissait deviner une conscience du risque et un effort pour gérer les apparences. Son esprit compara silencieusement cela à la façon dont Madame Penhaligon avait maîtrisé sa propre panique et à la façon dont les jeunes femmes avaient mené leur conversation chuchotée. Le calme apparent de chacun masquait une tension intérieure, et c'est dans cette tension que Miss Marple trouva le mobile. De l'autre côté de la verdure, les villageois avaient commencé à regagner leurs étals, certains portant des rubans ou des pâtisseries, d'autres murmurant au sujet de la tragédie imminente. Pourtant, même au milieu de ce retour à la normale, l'air restait tendu, empli des subtiles vibrations de la spéculation. Le regard de Miss Marple remarqua un mouvement étrange au stand de fleurs, une secousse soudaine, presque imperceptible, tandis que le marchand arrangeait un bouquet. Bien que trivial pour la plupart, elle nota mentalement que de petits gestes apparemment sans rapport entre eux fournissent souvent les indices les plus forts lorsqu'on examinait la situation globale. Une fleur mal placée, un regard hésitant ou un mot plié pouvaient éclairer ce que de bruyantes déclarations obscurcissaient. Elle s'arrêta près de la table des rafraîchissements, remarquant les tasses à thé à moitié remplies, dont les délicats bords en porcelaine scintillant au soleil. Une tasse, à part, présentait un léger éclat sur le bord, détail passé inaperçu aux yeux de la plupart des festivaliers. Miss Marple la toucha légèrement, consciente du symbolisme inhérent à quelque chose de fragile et pourtant durable, facilement négligé et pourtant potentiellement crucial. Elle avait depuis longtemps observé que les objets les plus simples pouvaient supporter le poids de l'intention humaine, et que la négligence ou la malice se révélait souvent dans la manipulation de tels objets. Non loin de là, un groupe d'écoliers commença à comparer leurs impressions sur l'excitation de la matinée, leur bavardage animé masquant une tension sourde dans le cercle des adultes. Miss Marple remarqua comment certains parents se penchaient pour corriger des détails, leur insistance sur l'exactitude dissimulant un instinct protecteur et un jugement subtil. Elle réfléchit aux implications de ces corrections. Un récit hâtif dissimulait souvent des vérités plus profondes, et les fausses pistes, intentionnelles ou inconscientes, façonnaient les perceptions de manière à exposer ou à protéger les coupables. En fin de matinée, la fête conservait sa gaieté apparente, mais Miss Marple sentait une subtile suspicion se glisser dans les interactions des villageois. Le vicaire, bien que mesuré dans ses propos, avait laissé une pointe d'inquiétude percer son visage à l'approche de l'organiste. Madame Harper, bavardant avec qui voulait bien l'écouter, semblait se délecter de l'ambiguïté des événements, et les jeunes femmes, bien que réservées en apparence, échangeaient des regards qui laissaient deviner des connaissances ou des intuitions qu'elle n'était sans doute pas encore prête à dévoiler. Chacun de ses fils contribuait à la mosaïque complexe du comportement humain
qu'elle avait appris à si bien comprendre. Tandis que Miss Marple se dirigeait vers la porte de l'église, elle ressentit la satisfaction familière de l'observation, sachant que la toile se formait et que le schéma d'action, de réaction et d'intention subtile se révélait peu à peu. Dans son esprit, elle assembla les fragments une main tremblante, un mot taché, un regard hésitant, une tasse de thé ébréchée. Chacun était un petit miroir reflétant des vérités cachées sous le vernis de respectabilité du village. Quelque part dans ce délicat réseau de gestes et de murmures, résidait la cause du trouble, la première lueur de malice humaine dissimulée sous des apparences ordinaires. Et alors qu'elle s'arrêtait sur le seuil, pour observer M. Whittingham régler les touches de l'orgue avec une précision délibérée, Miss Marple remarqua un léger pli sur son front, une infime trace d'inquiétude et d'imperfection dans un extérieur pourtant méticuleux. Elle savait, comme elle l'avait su maintes fois auparavant, que sous ces subtiles fissures se cachèrent souvent les vérités les plus révélatrices, et que l'histoire, bien que naissante, exigerait bientôt son attention calme et patiente, d'une manière qu'aucun signe extérieur ne pouvait prédire. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le pli du front de M. Whittingham, tandis qu'il soulevait le couvercle en bois de l'orgue, les doigts posés sur les touches. La lenteur délibérée de ses mouvements suggérait un calcul minutieux, mais une tension sous-jacente, déjà perceptible auparavant, lui rappelait qu'un faux pas, même minime, pouvait révéler bien plus que prévu. Elle s'autorisa un sourire discret dans un village comme St. Mary's-on-the-World. Le comportement humain, aussi contrôlé soit-il, trahissait souvent les secrets que l'on croyait bien cachés. Alice Penhaligon avait été attirée vers un siège près des rafraîchissements, mais son regard inquiet se tournait sans cesse vers la tribune de l'orgue. Ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux, et Miss Marple remarqua les légères traces d'encre qui persistaient au bout de ses doigts, vestiges des pages éparses du recueil de cantiques. Ces petits détails témoignent, non pas de négligence, mais de la persistance du choc, et elle les classa parmi les gestes plus réfléchis qu'elle avait répertorié le léger frémissement d'une lèvre, les boutons de manchette ajustés, la conversation chuchotée entre les jeunes femmes. Madame Penhaligon, protectrice, s'occupait d'arranger le châle d'Alice avec un soin méticuleux, tout en insistant à voix basse sur l'importance de la prudence. Pourtant, Miss Marple percevait la tension derrière ces paroles mesurées, un mélange d'inquiétude maternelle et d'anxiété sociale. Même dans la vie ordinaire, songea-t-elle, les apparences comptaient presque autant que la vérité. Une réponse bien pensée pouvait préserver sa réputation, tout en dissimulant sa vulnérabilité. C'était cette interaction entre respectabilité apparente et motivation cachée qui formait le tissu même de la vie villageoise, et c'est là que les méfaits trouvaient souvent un terreau fertile. Non loin de là, mademoiselle Harriet Kemsley s'était assise, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Sa compagne, chuchotant presque imperceptiblement, acquiesçait d'un signe de tête, leur regard passant du vicaire, M. Whittingham, à la famille Penhaligon. Mademoiselle Marple les observait tous deux, notant avec quelle prudence ils modéraient leurs gestes. Un léger haussement de sourcils, une inclinaison subtile de la tête, un langage silencieux traduisant un malaise, et peut-être une certaine connaissance. Chaque mouvement, infime soit-il, était un indice potentiel, une parcelle d'intention ancrée dans le comportement social. Le vicaire, M. Ashworth, s'approcha d'Alice d'un pas mesuré, lui prodiguant des paroles rassurantes et de doux encouragements. L'attention de mademoiselle Marple s'attarda sur le phrasé précis du vicaire. Chaque phrase était équilibrée et polie, mais une légère raideur suggérait une conscience des conséquences sociales. Son regard se porta fugitivement sur M. Whittingham, qui s'était remis à ajuster sa partition, et mademoiselle Marple remarqua le plissement presque imperceptible de ses yeux. Une subtile dynamique de pouvoir était à l'œuvre, se superposant à l'apparence conviviale du festival. Au stand de fleurs, le bouquet qui masquait auparavant la partition flottante fut réarrangé avec un soin minutieux. Miss Marple remarqua un brin de lilas légèrement de travers, une petite imperfection qu'elle avait déjà perçue comme le symbole d'une erreur humaine mêlée d'intention. Elle se rappela combien souvent, d'après son expérience, même les objets les plus simples pouvaient avoir une signification bien au-delà de leur apparence. Une fleur tordue, un mot mal placé ou une tasse de thé ébréchée peuvent tous servir d'emblème à des vérités cachées, révélant discrètement l'envie, l'anxiété ou la culpabilité. M. Whittingham retira enfin les mains du clavier, laissant échapper un léger soupir qui trahissait une vague trace de soulagement. Le regard de Miss Marple le suivit tandis qu'il descendait de la tribune, la posture rigide mais maîtrisée.
Quelque chose dans l'inclinaison de sa tête et son bref regard anxieux vers le vicaire suggérait qu'il restait encore des couches à dévoiler. Chaque mouvement, soigneusement mesuré, exprimait une conscience, non seulement du risque physique de chute, mais aussi des conséquences sociales et morales du poids de l'observation et du jugement. De l'autre côté de la pelouse, des murmures continuaient de résonner parmi les festivaliers restants. La voix de Madame Dolly Harper portait juste assez pour être entendue par quelques-uns, laissant entrevoir des rivalités imaginaires entre les choristes, les sentiments inexprimés de leur famille et le curieux timing de la mésaventure d'Alice. Miss Marple remarqua comment les ragots se mêlaient à la perception, comment les demi-vérités et les insinuations pouvaient, combinés à de légers indices physiques, révéler des motivations humaines autrement invisibles. Pendant ce temps, le gendarme avait entamé un entretien discret avec les personnes les plus proches de la tribune d'orgue, posant des questions mesurées tout en gardant un ton neutre. Miss Marple observait les réactions des villageois, la subtile hésitation avant les réponses, le choix minutieux des mots, le léger tremblement d'une voix qui s'efforçait de paraître calme. De telles nuances révélèrent souvent plus que de simples constatations. La nature humaine, d'après son expérience, ne pouvait dissimuler entièrement l'inquiétude ou la culpabilité, même sous couvert de civilité. Alors que la matinée s'étirait, Miss Marple erra brièvement vers l'entrée du festival, contemplant les petits détails, un mouchoir plié posé sur un banc, un ruban accroché dans l'herbe, un léger parfum de lavande persistant près des fleurs. Chaque élément semblait insignifiant isolément, mais ensemble, ils dessinaient un tableau d'attention, de distraction et d'attention. Elle comprenait que le calme apparent de St. Mary's on the Wold dissimulait le réseau complexe d'émotions et de tensions secrètes qui coulaient sous sa surface. Finalement, son regard se porta à nouveau sur la tribune de l'orgue, sur les mouvements mesurés de M. Whittingham et sur le petit groupe de villageois entourant les Penhaligon. Dans cet instant silencieux, presque imperceptible, elle perçut une première lueur d'inquiétude, qui pouvait indiquer plus qu'une simple anxiété ou une peur. Il y avait là quelque chose d'intentionnel, soigneusement dissimulé, mais momentanément trahi par un léger manque de vigilance. Miss Marple serra doucement les lèvres, tandis qu'elle énumérait les possibilités d'envie, de peur, d'orgueil, et peut-être un désir d'influencer les apparences. Et alors qu'elle considérait la disposition des objets, des regards et des gestes, un léger bruit, un raclement de gorge subtil et délibéré près du stand de fleurs, attira son attention. C'était faible, presque perdu dans le brouhaha des conversations et les rires des enfants, mais pour l'oreille s'exercer de Miss Marple, c'était suffisant. Quelqu'un observait, calculait, préparait peut-être la suite, et le délicat réseau de secrets du village commençait à trembler sous la pression. Un léger raclement de gorge près du stand de fleurs avait suffi à faire s'arrêter Miss Marple. Elle se tourna subtilement, les yeux plissés par une attention discrète, et aperçut Miss Harriet Kemsley ajustant ses gants avec un soin délibéré, jetant un coup d'œil vers la tribune de l'orgue comme pour jauger la réaction de quelqu'un. Le geste était discret, presque anodin, mais il exprimait la tension précise que Miss Marple avait appris à reconnaître lorsqu'elle observait en retour. Le comportement humain, se rappela-t-elle, n'est jamais accidentel lorsque l'émotion et la motivation se mélangent. Alice Penhaligon, désormais plus solidement assise, jouait avec un ruban de sa robe, ses doigts tremblant au rythme de la panique persistante. Madame Penhaligon scrutait chaque détail de l'apparence de sa fille, comme si un pli de châle pouvait effacer une calamité. Mademoiselle Marple observait l'interaction, remarquant comment la peur et la fierté s'entremêlent, formant un motif délicat qui dictait souvent les actes et les paroles dans la société villageoise. Même les gestes les plus doux en disaient long pour peu qu'on ait la patience de les observer. M. Whittingham avait repris l'accordage de l'orgue, ses mouvements méticuleux et précis, bien qu'une légère rigidité trahît un malaise persistant. L'attention de Mademoiselle Marple s'attarda sur le léger tremblement de son poignet, tandis qu'il ajoutait une touche particulièrement récalcitrante. Elle remarqua que si le jeu de l'instrument exigeait une certaine habileté technique, l'attention n'était pas seulement mécanique, elle était humaine. L'anxiété et une dissimulation minutieuse se masquaient souvent sous une diligence professionnelle, et elle en énuméra les nuances discrètement, consciente que même des signes mineurs pouvaient révéler des intentions plus profondes. Le vicaire, M. Ashworth, s'approcha d'un pas mesuré, parlant à voix basse à un petit groupe de villageois. Miss Marple capta des brimes de conversation, de doux avertissements sur le calme, des questions discrètes sur l'impact de la maladie sur Alice,
et des conseils subtils sur les bonnes manières. Derrière cette politesse, cependant, se cachait un léger souci des apparences. La réputation, remarqua-t-elle, était souvent une motivation aussi puissante que la conscience elle-même. De l'autre côté du pré, le commentaire de Madame Dolly Harper avait trouvé un public discret. Elle fit un geste vers les Penhaligon et chuchota, avec cette délicate conjecture qu'elle affectionnait, à propos de la jalousie entre les membres du chœur, de l'orgueil et de l'ambition, mêlés à la rivalité adolescente. Mademoiselle Marple l'observait calmement, comprenant que les ragots, bien que souvent exagérés, contenaient souvent des éléments de vérité. Les villageois qui parlèrent avec certitude pouvaient, sans le savoir, trahir leurs suppositions ou leur connaissance de tensions cachées. Près de la table des rafraîchissements, Miss Marple remarqua une petite tache de thé sur le bord de la nappe. La tasse elle-même portait une légère marque sur le bord, désormais sèche et apparemment sans conséquence. Pourtant, cette imperfection suggérait une manipulation hâtive, un moment de distraction fugace, ou peut-être un acte délibéré masqué par l'apparence d'un accident. Les objets, songea-t-elle, étaient des prolongements de l'intention humaine, capables de révéler des impulsions que la parole seule ne pouvait saisir. La tasse de thé ébréchée, la partition tachée et le bouquet légèrement de travers formaient désormais un subtil ensemble d'indices. Harriet Kemsley s'était légèrement déplacée sur sa chaise, comme pour intercepter un fragment de conversation. Son compagnon imita le mouvement, leurs gestes synchronisés trahissant une conscience mutuelle. Miss Marple en relevait les nuances, la tension entre respectabilité apparente et anxiété cachée, la curiosité à peine voilée, le besoin de surveiller non seulement les actions, mais aussi la perception de ces actions. Chaque micro-comportement était un indice des schémas sous-jacents à la sérénité apparente du village. Les enfants, eux aussi, contribuèrent involontairement au tableau. Un garçon passa en courant, les rubans traînant au sol, frôlant presque le bord du stand de fleurs. L'incident provoqua des excuses embarrassées de la part de sa mère, et la marchande, cherchant à récupérer le bouquet, révéla un léger désalignement des lilas. Miss Marple, dans une note mentale discrète, relia ce désordre à des observations antérieures de petits désagréments, amplifiant souvent la tension existante, révélant des vérités cachées, même par accident. À midi, le rythme du festival avait repris superficiellement, même si de subtils courants de malaise persistaient. Les villageois circulèrent entre les stands et les bancs avec une gaieté polie, mais Miss Marple percevait le discret rééquilibrage des hiérarchies sociales, l'évaluation des culpabilités et l'observation des réactions. Chaque regard, chaque pas mesuré, chaque remarque murmurée contribue à une compréhension approfondie des motivations, des opportunités et des dispositions, bien plus complexes que ne le laissaient supposer les apparences. Le vicaire revient brièvement, échangeant un signe de tête avec M. Whittingham, dont les mains reposent légèrement sur les touches de l'orgue. Miss Marple remarqua la raideur fugace de leur posture, l'imperceptible silence dans la conversation qui trahissait une conscience muette. Ces brefs silences, facilement ignorés par les observateurs non avertis, étaient souvent les moments où la vérité se révélait lorsque des personnes nerveuses ou coupables trahissaient inconsciemment leur inquiétude intérieure. Alors que Miss Marple ajustait son châle et s'apprêtait à retourner chez les Penhaligon, elle remarqua un autre mouvement subtil. Le regard de M. Whittingham se porta sur le stand de fleurs, un bref coup d'œil calculé, puis revint aux touches de l'orgue. C'était un geste infime, mais il suggérait à la fois conscience et réflexion. Dans un village comme St. Mary-Southwold, où les apparences étaient soigneusement préservées, même le plus infime écart pouvait révéler une intention cachée. Et juste au moment où elle s'apprêtait à approcher, un léger bruissement, presque imperceptible, se fit entendre du côté de la tribune de l'orgue, suivi d'un ajustement minutieux d'une partition. L'attention de Miss Marple s'aiguisa, il était évident que les petits mouvements délibérés qu'elle avait répertoriés s'inscrivaient dans un récit plus vaste. Le réseau discret d'observations, de regards, de gestes et de murmures commençait à révéler le jeu subtil d'envie, de fierté et de secret qui était au cœur du troublant incident de la journée. Quelque part dans ces mouvements et ces expressions, un schéma se dessinait, un schéma qu'il faudrait démêler avec soin et patience avant que la vérité n'émerge. Le bruissement de l'orgue s'était tu, ne laissant derrière lui que le léger bourdonnement des conversations et les rires lointains des enfants qui parcouraient la salle. Miss Marple laissa son regard s'attarder sur M. Whittingham, remarquant le léger redressement de ses épaules et la précaution avec laquelle il remplaçait la partition. Il y avait une précision dans ses gestes,
une réflexion qui suggérait une conscience non seulement de la tâche physique, mais aussi du regard scrutateur de ceux qui l'entouraient. Dans un village comme St. Mary's-on-the-Wold, le souci des apparences était une garantie aussi précieuse que l'honnêteté elle-même, et Miss Marple énumérait ses comportements avec sa patience habituelle. Alice Penhaligon, assise près de la table des rafraîchissements, jouait avec un ruban égaré, le tordant fermement entre ses petits doigts. Son visage, pâle sous le choc du matin, exprimait une concentration qui semblait presque insignifiante pour son âge. Madame Penhaligon se tenait à proximité, s'occupant du châle posé sur les épaules de sa fille, jetant de temps à autre un regard attentif vers la tribune de l'orgue. Mademoiselle Marple reconnaissait dans chaque geste l'interaction familière entre l'anxiété maternelle et la prudence sociale, bien que poli et doux, dissimulant des couches de calcul destinées à préserver l'enfant et sa réputation. De l'autre côté du pré, mademoiselle Harriet Kemsley et son compagnon avaient repris leur conversation à voix basse, la tête penchée l'une contre l'autre. La tension dans leur posture subsistait, subtile mais persistante, trahissant leur effort pour garder leur sang-froid. Mademoiselle Marple remarqua leurs regards successifs, tantôt vers le vicaire, tantôt vers M. Whittingham, puis vers les Penhaligon. Chaque regard, comprit-elle, était une évaluation silencieuse des réactions, un petit contrepoids à la révélation potentielle de ce que le couple souhaitait dissimuler ou manipuler. Les villageois sous-estiment souvent le dialogue silencieux mené par le regard et les gestes, et mademoiselle Marple était sensible à ces nuances. Madame Dolly Harper, encore un noyau de spéculation minoritaire, se penchait légèrement vers quiconque s'approchait, formulant des conjectures avec l'aisance de quelqu'un habitué à tenir un public. Elle évoquait la rivalité entre les membres de la chorale, la pression des attentes parentales et la fragilité des jeunes face à la scène publique. Si une grande partie de ses propos était amplifiée par le prisme des ragots, mademoiselle Marple était consciente que l'hyperbole recelait souvent un fond de vérité. Le juste mélange d'exagération et de réalité, songea elle, pouvait révéler bien plus que ne le ferait un témoignage mesuré. La tasse de thé ébréchée de tout à l'heure reposait maintenant sur un plateau, son imperfection n'apparaissant qu'aux yeux d'un observateur attentif. Miss Marple se pencha légèrement, son regard scrutant la marque sur le bord, la légère tache de thé séchée et durcie. Un détail aussi insignifiant pouvait passer inaperçu, mais il était symbolique, un emblème discret d'erreur humaine, de distraction, voire d'intention. D'après son expérience, de tels objets avaient une résonance au-delà de leur fonction immédiate, marquant des moments où la routine ordinaire croisait des impulsions extraordinaires. Non loin de là, le vicaire avait rejoint un petit groupe d'adultes, prononçant des paroles mesurées sur le sang-froid et l'importance du calme communautaire. Miss Marple remarqua que sa voix restait calme mais maîtrisée, chaque syllabe précise, trahissant non seulement un souci pastoral, mais aussi une conscience des conséquences sociales. Il était évident qu'il naviguait lui aussi au carrefour délicat des convenances et des émotions humaines, pesant ses réponses avec autant de soin que n'importe quel villageois, peut-être pour des raisons différentes. Un pas léger attira son attention vers le bord du stand de fleurs. L'un des jeunes enfants, curieux et inconscients des courants sous-jacents, qui tourbillonnaient parmi les adultes, avait poussé le brin de lilas, qui tomba légèrement de son emplacement. Miss Marple remarqua le mouvement et la subtile hésitation du marchand à le corriger. De légers dérangements, songea-t-elle, précipitent souvent la révélation d'une tension cachée, car ils provoquent des réactions mesurées ou non, qui trahissent le caractère, les intentions et les dispositions. De l'autre côté de la pelouse du festival, M. Whittingham avait commencé à parler doucement au vicaire, à voix basse et prudente, bien que mademoiselle Marple ait remarqué le bref plissement de ses yeux lorsqu'il a fait un geste vers la tribune de l'orgue. Chaque interaction était mesurée, chaque pause réfléchie, suggérant une double conscience de la tâche immédiate et du paysage social dans lequel il évoluait. De légers écarts entre gestes et paroles révélaient souvent des intentions cachées, et mademoiselle Marple les cataloguait avec sa patience habituelle, notant à la fois ce qui était dit et ce qui restait non dit. Pendant ce temps, les Penhaligon s'étaient remis à surveiller Alice avec une attention particulière. Les mouvements de l'enfant étaient prudents, presque hésitants, comme si elle était consciente d'yeux invisibles qui la suivaient de près. Miss Marple observait le subtil jeu de protection et de fierté dans le comportement de madame Penhaligon, comprenant que le désir de protéger ses proches se mêlait souvent à celui de préserver une certaine respectabilité. Chaque détail, elle le savait, pouvait révéler quelque chose de bien plus important lorsqu'il était replacé dans un contexte plus large.
En début d'après-midi, la fête avait pris un rythme régulier. Rires, bavardages et quelques cliquetis de vaisselle emplissaient de l'air, mais sous la surface coulaient de subtils courants de calcul, d'évaluation et de curiosité contenue. Miss Marple éprouva la satisfaction familière d'observer le village, sous son calme apparent, dissimuler un réseau de motivation, de peur et de rivalité que seule une patience attentive pouvait déceler. Et alors qu'elle laissait son regard errer une fois de plus vers la tribune de l'orgue, elle remarqua le tremblement presque imperceptible de la main de M. Whittingham, tandis qu'il ajustait une petite partition. C'était un détail si imperceptible que la plupart l'ignorent complètement. Mais pour Miss Marple, il laissait entrevoir la tension persistante, l'incertitude persistante et le potentiel d'une révélation qui exigerait un décryptage minutieux. Sous les dehors polis du festival, elle sentait les premiers murmures d'une vérité qui n'attendait qu'à émerger, une vérité qui, dans sa délicatesse et sa discrétion, mettrait à l'épreuve sa compréhension de la nature humaine et des subtils rouages d'un village. Le léger tremblement de la main de M. Whittingham n'était pas passé inaperçu auprès du petit groupe de villageois rassemblés près de la tribune de l'orgue. Miss Marple le suivit du regard, remarquant la lenteur de ses doigts, à s'attarder sur le bord de la partition, l'ajustement avec une lenteur délibérée. Il jeta un bref coup d'œil au Penallygon, puis revint aux touches, comme pour jauger leur perception tout en gardant son sang-froid. L'interaction entre conscience et dissimulation la fascinait. Dans ces mouvements silencieux se déployait une carte d'intention, bien plus riche que n'importe quelle parole. Alice Penallygon, légèrement calmée, se redressa, les doigts entrelacés sur ses genoux. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil vers le grenier, ses grands yeux trahissant une vague trace de peur mêlée de curiosité. Madame Penallygon, toujours occupée du châle de sa fille, semblait attentive aux moindres mouvements, aux moindres regards, comme si elle pouvait intercepter les invisibles courants d'attention qui circulaient entre les villageois. Miss Marple reconnut le lien entre l'anxiété protectrice et la vigilance sociale, une dualité fréquente chez ceux qui recherchent à la fois sécurité et respectabilité. La posture de Miss Harriet Kemsley restait rigide, son compagnon se penchant vers elle, murmurant des mots soigneusement choisis. Leurs regards se portèrent parfois sur le vicaire, puis sur les Penallygon, et enfin sur la tribune de l'orgue. La subtile chorégraphie des regards suggérait un savoir qu'ils n'étaient pas encore prêts à dévoiler. L'esprit de Miss Marple cataloguait chaque nuance, comprenant que même des gestes infimes pouvaient révéler des alliances cachées, des ressentiments murmurés ou des émotions contenues que dissimulait une conversation ordinaire. Madame Dolly Harper, toujours au cœur des spéculations, avait réuni un petit auditoire près de la table des rafraîchissements. Sa voix, bien que douce, avait un parfum de suggestion, laissant entrevoir des rivalités perçues, une jalousie imaginaire et la délicate fragilité d'une ambition juvénile. Mademoiselle Marple écoutait en silence, consciente que les ragots, dans leur mélange d'exagération et de réalité, mettaient souvent en lumière des sous-entendus que la conversation polie ne révélerait jamais. Sous l'hyperbole se cachait un réseau de motivations humaines qui n'attendait qu'à être démêlé. La tasse de thé ébréchée, remise sur son plateau, attira de nouveau l'attention de Miss Marple. Elle suivit du doigt la légère marque, percevant cette imperfection comme un signe subtil d'oubli ou de distraction délibérée. Les petits objets trahissaient souvent le tempérament humain, un moment de précipitation, un manque d'attention ou un geste soigneusement orchestré. C'est là, dans la porcelaine et la tache de thé séchée, que se trouvait la possible explication de l'incident qui avait perturbé la fête. De l'autre côté du pré, M. Whittingham ajusta une dernière note à l'orgue, levant brièvement les yeux vers le vicaire, avant de reprendre sa tâche. Miss Marple remarqua la tension fugace de sa mâchoire et le léger plissement de ses yeux. C'était une infime fissure dans un extérieur pourtant maîtrisé, mais de telles fissures, elle le savait, trahissaient souvent un malaise plus profond. Chaque mouvement mesuré semblait destiné à maintenir l'équilibre physique et social, une dualité qui suggérait une conscience des conséquences au-delà de l'immédiat. Le vicaire, s'adressant doucement à un groupe de villageois, privilégie le calme et la sérénité, mais sa formulation soignée trahissait une certaine considération pour sa réputation. Miss Marple remarqua la moindre hésitation, avant qu'il ne rassure les Penallygon, cette subtile pondération des mots qui garantissait la bienséance tout en répondant aux inquiétudes. Dans un petit village, où les apparences et le statut social avaient une influence considérable, de tels arbitrages étaient aussi révélateurs que n'importe quel geste ostentatoire. Non loin de là,
Un enfant avait renversé une petite flaque d'eau en allant chercher de la limonade. La marchande se pencha pour l'éponge et le désalignement d'une branche de lilas attira son attention. Miss Marple nota ce léger désagrément, reconnaissant l'interaction entre hasard et conséquence. De petits accidents déclenchent souvent des réactions humaines qui révélaient des tensions cachées, et chaque correction, hésitation ou tressaillement offrait un aperçu de l'intimité des personnages. En milieu d'après-midi, la fête avait retrouvé une légère gaieté, mais sous la surface coulaient de discrets courants de calcul, d'observation et d'appréhension. L'esprit de Miss Marple assemblait les fils regards, gestes, conversations chuchotées et objets subtils formaient une tapisserie laissant deviner les intentions et les faiblesses humaines. Sous l'apparence polie de St. Mary's the World, les courants sous-jacents d'envie, de peur et d'orgueil coulaient librement, bien que soigneusement dissimulés. Alice, sentant la tension sans en mesurer l'ampleur, se tortilla sur sa chaise, tordant le ruban entre ses doigts. Madame Penhaligon ajusta de nouveau le châle, son regard vers la tribune de l'orgue se faisant presque imperceptiblement plus perçant. Miss Marple surprend l'échange de regards entre Harriet Kemsley et sa compagne, puis le resserrement presque imperceptible des mains de M. Whittingham sur les touches de l'orgue. Chaque petit mouvement, chaque hésitation était un murmure d'intention, attendant d'être interprété par un observateur attentif. Et tandis que Miss Marple observait la subtile chorégraphie de l'attention sur la pelouse, elle remarqua le vicaire jeter un regard mesuré vers le stand de fleurs. Les lilas, auparavant dérangés par les enfants, semblaient être maintenant disposés avec soin, un geste de restauration qui reflétait le soin avec lequel les apparences étaient préservées dans tout le village. Ce geste, discret mais délibéré, suggérait que quelqu'un était conscient du fragile équilibre entre bienséance et perception, entre comportement public et savoir caché, un équilibre que Miss Marple comprenait pouvoir bientôt rompre si le désir humain de dissimulation s'évanouissait. Le regard mesuré du vicaire persista dans l'esprit de Miss Marple tandis qu'elle longeait la pelouse du festival, ses yeux suivant la subtile chorégraphie des gestes et de l'attention. M. Whittingham s'était éloigné de la tribune de l'orgue, mais sa posture restait tendue, un équilibre délicat entre calme apparent et calcul intérieur. Miss Marple remarqua comment il ajustait une fois de plus les partitions, chaque mouvement précis, presque rituel, comme pour renforcer son contrôle sur l'instrument et la perception de son entourage. Alice Penhaligon, toujours assise près des rafraîchissements, jouait tranquillement avec le bord de son mouchoir, le tordant et le pliant selon des motifs répétés. Sa mère se tenait près d'elle, attentive à chaque mouvement, comme si le calme de l'enfant était à la fois rassurant et un test pour l'équilibre social du village. Miss Marple observait comment la vigilance parentale masquait souvent des angoisses plus profondes, la crainte que des perturbations mineures ne s'amplifient ou que des ressentiments cachés ne refassent surface après l'incident du matin. L'interaction entre sollicitude et appréhension lui était familière, aussi ancienne que le village lui-même. De l'autre côté du pré, Harriet Kemsley et sa compagne poursuivaient leur conversation à voix basse, se penchant pour éviter d'être repérés. L'attention de Miss Marple capta le léger battement de la main d'Harriet tandis qu'elle ajustait un ruban, et le discret hochement de tête de sa compagne, en guise d'acquiescement. Chaque geste, aussi infime soit-il, témoignait de la conscience de l'importance de l'événement, de l'observation des autres et de la dissimulation minutieuse d'informations encore confidentielles. La vigilance discrète des jeunes femmes était à la fois naturelle et révélatrice, les identifiant comme des participantes actives au sein du réseau de perception. Madame Dolly Harper, comme toujours, circulait dans un murmure de commentaires, son regard oscillant entre les Penhaligon, M. Whittingham et le vicaire. Mademoiselle Marple écoutait attentivement, percevant que les ragots, bien que souvent exagérés, contenaient de faibles traces de vérité. Chaque détail qu'elle fournissait, chaque murmure spéculatif pouvait en révéler davantage sur les tensions sous-jacentes que des déclarations directes. C'est dans ces récits filtrés, tissés de connaissances partielles et de conjectures, que Mademoiselle Marple trouve souvent les indices les plus probants. La tasse de thé bréchée, posée innocemment sur son plateau, restait un symbole dans l'esprit de Miss Marple. Elle la considérait comme l'emblème de la subtile complexité de l'incident, une petite imperfection, négligée par la plupart, mais potentiellement révélatrice d'une négligence, d'une précipitation ou d'une action délibérée. Associée à la partition tachée et au bouquet de lilas mal alignés,
La tasse s'inscrivait dans une constellation de détails qui évoquent discrètement la tension, la fragilité humaine et le jeu complexe entre l'apparence et la vérité. M. Whittingham s'adressa au vicaire à voix basse et posa, bien que Mademoiselle Marple décida la crispation presque imperceptible de sa mâchoire et le bref plissement de ses yeux. Chaque mouvement, chaque pause était chargé de sens. Au village, où civilité et bienséance étaient primordiales, le moindre changement pouvait trahir une émotion ou une intention. Mademoiselle Marple catalogua les subtiles incohérences, les hésitations et les micro-ajustements, consciente que ces petits signes recelèrent une compréhension bien plus révélatrice qu'une confession ouverte. Les Penhaligon continuèrent de surveiller Alice, leur vigilance discrète mais évidente. Miss Marple remarqua la façon dont le regard de Madame Penhaligon se porta vers le stand de fleurs et la tribune de l'orgue, traquant les moindres perturbations comme les plus légers changements de posture. Les enfants, eux aussi, contribuèrent à l'effet de l'un d'eux, ramasser un ruban égaré et ajuster une composition florale au passage, une action triviale prise isolément, mais significative lorsqu'elle s'inscrivait dans le continuum d'attention, de réaction et de perception de la journée. En milieu d'après-midi, la fête conservait sa gaieté apparente, mais sous les rires et les bavardages se cachaient des courants d'observation attentive, de calculs subtils et d'appréhension sourde. L'esprit de Miss Marple assemblait les regards répétés, les commentaires chuchotés et les gestes délibérés pour en faire une compréhension approfondie du tissu social et émotionnel du village. Elle reconnaissait l'interaction entre ambition, peur et fierté, chacune tempérée par le besoin de préserver les apparences, et chacune susceptible de produire des moments d'erreur de jugement ou de dissimulation délibérée. En s'approchant à nouveau du stand de fleurs, elle remarqua le regard de M. Whittingham se porter vers les Penhaligon, puis vers Harriet Kemsley et sa compagne. Les gestes étaient presque imperceptibles, mais ils laissaient entrevoir un dialogue silencieux, attentif et observateur. Miss Marple observa l'alignement subtil des lilas, le positionnement précis des partitions et la tasse de thé ébréchée, toujours présente. Chaque petit objet, chaque mouvement s'inscrivait dans un récit qui s'écrivait invisiblement sous la surface des politesses festives. Et alors qu'elle observait le réseau complexe de ces observations, un changement soudain et discret dans la posture de Harriet Kemsley attira son attention. Une légère hésitation, une inclinaison de la tête, une main effleurant le bord de sa chaise. C'était un mouvement léger, presque imperceptible, mais pour Miss Marple, il suggérait une décision intérieure, une pensée trop longtemps retenue, ou un secret mis en balance avec la nécessité de le dissimuler. La fête, réalisateur, n'était plus seulement un événement de réjouissance collective, c'était devenu une scène où des vérités cachées commençaient à s'affirmer, subtiles mais indéniables, attendant le moment où la dissimulation ne pourrait plus être maintenue. L'hésitation dans la posture d'Harriet Kemsley n'avait pas échappé à Miss Marple. Elle observait silencieusement la jeune femme ajuster le ruban à son poignet, ses doigts effleurant les plis délicats avec une précision qui suggérait à la fois nervosité et calcul. De l'autre côté du pré, le regard de M. Whittingham s'attarda sur les Penhaligon, une ombre fugace d'appréhension assombrissant son expression pourtant maîtrisée. Miss Marple nota soigneusement que chaque mouvement, aussi infime soit-il, était un fil dans la tapisserie des intentions humaines tissées à travers le village ce jour-là. Alice Penhaligon, un peu plus calme, enroulait une mèche de cheveux autour de son doigt, tandis que sa mère tripotait délicatement son châle. Les mouvements de Madame Penhaligon, méticuleux et réfléchis, suggéraient plus qu'une simple préoccupation maternelle, ils étaient un effort pour préserver les apparences, pour afficher convenance et maîtrise, même au cœur de l'incertitude. Miss Marple décernait cette subtile dualité protection mêlée à la fierté, ce désir de protéger l'enfant et la réputation du regard imprévisible des voisins. C'était une danse qu'elle avait observée d'innombrables fois, chaque geste en révélant autant sur le caractère que n'importe quelle parole. Non loin de là, Miss Kemsley échangea une remarque chuchotée avec sa compagne, toutes deux jetant un regard furtif vers la tribune de l'orgue. Leur conversation à voix basse, bien que indistincte, portait la marque d'une réflexion approfondie, évaluant leurs réponses, mesurant leur vigilance, mesurant le risque d'exposition. Miss Marple remarqua la tension synchronisée dans leurs épaules, les légers hochements de tête échangés, les micro-expressions qui accompagnaient leur dialogue murmuré. Même sans comprendre leurs paroles, leur langage corporel en disait long sur leur connaissance cachée et leurs subtiles manœuvres sociales.
Madame Dolly Harper rôdait de nouveau près des rafraîchissements, offrant des conjectures à quiconque s'arrêtait assez longtemps pour l'écouter. Elle parlait doucement des rivalités perçues, de la fragilité de l'ambition juvénile et de la soudaineté des événements inattendus. Si ces récits étaient souvent teintés d'exagération, Mademoiselle Marple écoutait avec une attention particulière, consciente que derrière l'hyperbole se cachait une part de vérité. Le mélange de ragots, d'observations attentives et de divergences mineures en révélait souvent plus sur la dynamique d'un village que ne le ferait un interrogatoire direct. La tasse de thé ébréchée reposait sur son plateau, apparemment insignifiante pour tous, sauf pour un observateur attentif. Le regard de Miss Marple s'attarda sur son imperfection, notant la subtile décoloration sur le bord et le léger résidu de thé. Les petits objets, songea-t-elle, portaient en souvent des histoires plus révélatrices que la parole seule. Un léger déplacement, une tache oubliée ou une fleur mal alignée pouvaient laisser entrevoir une intention, une négligence ou une malveillance dissimulée. Elle la classa mentalement aux côtés de la partition tachée et des lilas, chacun faisant partie d'une constellation de détails que seule une observation attentive pouvait déchiffrer. Les mains de M. Whittingham planaient au-dessus des touches de l'orgue, ajustant la position d'une partition avec le soin de quelqu'un qui équilibre non seulement l'instrument, mais aussi le regard scrutateur de ceux qui l'entourent. Le léger tremblement de son poignet était à peine perceptible, mais pour Miss Marple, il traduisait une tension intérieure et une conscience attentive. La dualité entre compétence apparente et anxiété dissimulée était un motif familier qu'elle avait étudié d'innombrables fois dans les villages, où la bienséance et la réputation dictaient souvent le comportement plus strictement que la conscience. Le vicaire, d'un pas mesuré, s'approcha de nouveau des Penhaligons, leur offrant de doux encouragements et des conseils pratiques. Ses paroles, calmes et mesurées, portaient le poids d'une responsabilité sociale. Pourtant, Miss Marple détectait la subtile hésitation avant chaque phrase, ces infimes pauses révélant une conscience de la perception et des conséquences. Même dans la civilité, songea-t-elle, il y avait des failles qui laissaient deviner des préoccupations personnelles, des motivations cachées et une pondération minutieuse des réputations. Un enfant passa en courant, manquant de peu le stand de fleurs, faisant légèrement basculer une branche de lilas. La marchande le corrigea avec une précision silencieuse, ses gestes mesurés et prudents. Miss Marple remarqua l'interaction entre accident et réaction, la façon dont de légères perturbations pourraient révéler de subtiles informations sur l'observateur comme sur l'observé. Chaque micro-événement contribue au schéma qu'elle assemblait discrètement, le réseau d'interactions et d'intentions qui s'étendait sur la place du village. En fin d'après-midi, le rythme joyeux de la fête persistait, mais sous les rires, le cliquetis des tasses et le bruissement des rubans coulait un flot d'observations calculées. L'esprit de Miss Marple assemblait les fils, les regards échangés, les gestes subtils, les paroles murmurées et les petits objets symboliques formaient un cadre de motivation et d'opportunité. L'interaction entre l'envie cachée, l'orgueil, la peur et les attentes sociales formait l'architecture invisible des perturbations de la journée, attendant le moment précis pour se révéler. Alice, se déplaçant sur sa chaise, jeta un regard hésitant vers la tribune de l'orgue. Le regard de Madame Penhaligons la suivit, une lueur d'inquiétude au milieu d'une attitude prudente. Mademoiselle Marple remarqua l'attention convergente des différents interlocuteurs, l'attention partagée sur certains personnages, les légères hésitations et les micro-expressions presque imperceptibles d'anxiété ou de calcul. Ces signes, si subtils qu'ils échappent à la plupart des observateurs, formaient le véritable récit caché sous le vernis joyeux du festival. Harriet Kemsley et sa compagne échangèrent un long murmure, les têtes plus proches qu'auparavant.
Une légère rougeur traversa les joues d'Harriet, et Miss Marple vit ses doigts se crisper momentanément. De l'autre côté du green, M. Whittingham ajustait sa posture, scrutant brièvement les Penhaligon et le vicaire. L'attention aiguë de Miss Marple catalogue la superposition d'observations et d'intentions, les communications cachées, le soin apporté aux apparences et les frémissements dissimulés de peur ou d'anticipation. Le réseau se resserrait, et les banalités du jour, la tasse de thé ébréchée, le brin de lilas, la partition tachée révélèrent leur importance en tant que marqueurs du délicat réseau du comportement humain, et tandis qu'elle observait les interactions qui se déroulaient, un regard subtil et délibéré passa entre M. Whittingham et le vicaire, bref mais significatif. Miss Marple remarqua la tension presque imperceptible dans leurs épaules et la distance mesurée de leurs pas, comprenant que, sous le vernis de la civilité, des intentions commençaient à se cristalliser. Les courants discrets d'envie, de protection et de savoir caché convergent désormais, préparant le moment où la dissimulation ne pourrait plus tenir et où la vérité, complexe et profondément humaine, émergeait de l'ombre. Le regard posé entre M. Whittingham et le vicaire s'était à peine estompé que Miss Marple s'autorisa à s'approcher de la tribune de l'orgue, se faufilant discrètement parmi les festivaliers attardés. Son regard traquait les micro-mouvements qui étaient devenus le langage du jour, le léger serrement des poings, les changements de posture à peine perceptibles, l'accélération du souffle inaperçu aux yeux de tous, sauf de l'observateur le plus attentif. Chaque signe subtil était une syllabe dans une conversation, elle seule, pouvait déchiffrer une conversation qui murmurait intention, anxiété et savoir caché. Alice Penhaligon, toujours assise près de sa mère, jouait distraitement avec le bas de sa robe, jetant de temps à autre des regards vers la tribune de l'orgue, avec ce même mélange de curiosité et d'appréhension persistante. Madame Penhaligon se tenait à ses côtés, veillant à ne pas la bousculer, mais chaque petit mouvement de sa fille suscitait un geste correspondant à un lissage d'un châle, une inclinaison de la tête, une douce assurance, à peine plus forte qu'un murmure. Miss Marple remarqua le jeu complexe de l'attention, le délicat équilibre entre sollicitude et bienséance, et la façon subtile dont la peur pouvait influencer le comportement autant que l'affection. De l'autre côté du pré, Harriet Kemsley et son compagnon poursuivaient leur conversation feutrée, la tête penchée l'une contre l'autre, les yeux se tournant par intermittence vers le vicaire et les Penhaligon. Miss Marple percevait la tension dans leurs gestes, la façon dont leurs doigts se pressaient brièvement contre leurs phalanges, leur léger essoufflement, les ajustements imperceptibles de leurs vêtements ou de leurs cheveux. Même le plus faible de ces signaux mis en contexte pouvait trahir un calcul mental, une évaluation des conséquences ou un conflit intérieur entre loyauté et instinct de survie. Madame Dolly Harper, sillonnant les villageois avec ses habituels commentaires chuchotés, lançait un subtil chœur de conjectures. Ces récits, bien que ponctués d'exagérations, contenaient des nuances qui confirmaient les soupçons de Miss Marple, l'envie, la rivalité et la délicate pression des attentes sociales se manifestent dans la façon même dont les gens ajustent leur regard et modulent leur voix. Au village, elle le savait, les insinuations à voix basse en disaient souvent plus que les déclarations les plus mesurées. La tasse de thé ébréchée, de nouveau posée sur le plateau de rafraîchissement, attira le regard de Miss Marple. Elle caressa délicatement le bord du verre, notant la légère décoloration, cette minuscule imperfection presque symbolique, rappelant que l'ordinaire pouvait dissimuler intention ou négligence, que des objets insignifiants pouvaient se porter le poids d'une décision humaine. La partition cachée sur la tribune de l'orgue, le brin de lilas légèrement décalé, et cette tasse ébréchée formaient un réseau de marqueurs, signalant discrètement action, hésitation et l'influence subtile des faiblesses humaines sur les événements de la journée. M. Whittingham ajusta sa position près des touches de l'orgue, ses doigts s'attardant un instant sur la partition, avant de bouger avec une précision minutieuse. Son regard, se levant brièvement vers le vicaire, trahissait une observation prudente. Miss Marple nota le léger tremblement de son poignet, l'angle mesuré de ses épaules et la tension presque imperceptible de sa mâchoire. Ces petits indices, facilement négligés, faisaient partie du dialogue silencieux du festival, un dialogue d'intention, d'émotions cachées et de dissimulation minutieuse. Le vicaire, s'approchant des Penhaligon, les rassura gentiment, mais Miss Marple perçut le subtil dosage de son ton, la brève hésitation avant chaque mot, l'espacement précis de ses gestes. La civilité, songea-elle,
était souvent un voile derrière lequel persistaient motivation et angoisse, exprimées mais palpables. Chaque pause, chaque micro-ajustement était une clé de compréhension, une fenêtre sur l'interaction entre attentes sociales, inquiétudes cachées et tensions latentes. Un enfant traversa la verdure d'un pas rapide, évitant de justesse une composition florale, ce qui fit légèrement pencher les lilas. Le marchand les corrigea d'une main prudente, lissant chaque tige comme pour rétablir l'ordre dans un microcosme chaotique. L'attention de Miss Marple s'attarda sur ce geste de petits événements banals déclenchant souvent des réactions révélant des sentiments plus profonds, d'intention, d'anxiété ou de rivalité. Même la plus infime perturbation pouvait éclairer le réseau caché des relations humaines. En fin d'après-midi, la fête conservait sa gaieté apparente, mais sous-jacente, un courant d'attention et de subtiles manœuvres se faisait sentir. Miss Marple observait les Penhaligon, Harriet Kemsley et son compagnon, M. Whittingham, ainsi que le vicaire, notant leurs interactions, évaluant leurs réactions et ajustant leurs gestes en fonction de leurs observations perçues et anticipées. L'interaction entre envie, fierté, peur et bienséance était évidente, façonnant non seulement les paroles, mais aussi les attitudes, les regards et les hésitations. Alice se déplaça sur sa chaise, jetant un coup d'œil vers la tribune de l'orgue, et le regard attentif de Madame Penhaligon la suivit. Mademoiselle Marple, se rapprochant du bord du stand de fleurs, observa la conscience coordonnée de multiples parties, chaque micro-expression suggérant une connaissance ou une anxiété sous-jacente. Le réseau resserrait de petits objets symboliques, la tasse de thé, la partition, les lilas étaient autant de marqueurs sur une carte des émotions et des intentions humaines. Et alors qu'elle laissait son regard parcourir à nouveau les personnages clés, Miss Marple remarqua l'échange presque imperceptible entre M. Whittingham et Harriet Kemsley, une pause, un léger hochement de tête, un bref et fugace serrement de mâchoire. Dans cet instant silencieux et inaperçu, Miss Marple ressentit les prémices d'une ouverture psychologique, un subtil déséquilibre qu'elle pouvait exploiter pour tester la vérité et la dissimulation. Le délicat réseau d'observation, de tension et d'intention cachées était prêt pour un léger test préalable qui pourrait amener le caché à la révélation, préparant le village au moment où les apparences ne pourraient plus masquer la réalité. Le regard de Miss Marple parcourut à nouveau la pièce, observant les villageois rassemblés, le vicaire, les Penhaligon, M. Whittingham, Harriet Kemsley et sa compagne. La fête était terminée depuis longtemps, les chaises et les tables rangées, mais une tension subtile subsistait, comme si la journée elle-même avait déposé un invisible résidu de malaise. Elle se dirigea lentement vers le centre, son tricot à la main, le calme familier de sa posture dissimulant la tempête d'observation qui la submergeait. Il était temps de rassembler les filles, les regards murmurés, les gestes subtils, les objets symboliques, et de laisser la vérité émerger dans toute sa clarté. « Monsieur Whittingham, commença-t-elle d'une voix douce mais posée, vous avez été prudent, précis et apparemment consciencieux toute la journée. Pourtant, il y eut des instants, de minuscules tremblements, des micro-pauses, des regards subtils qui dénotèrent quelque chose de plus qu'une simple préoccupation professionnelle. Vous étiez conscient de l'observation, mais vous ne maîtrisez pas totalement vos propres réactions. L'organiste se raidit légèrement, les lèvres pincées, une rougeur lui monte aux joues. Miss Marple n'avait pas besoin de confession. Elle lisait l'histoire dans les fines rides d'appréhension, la brève lueur de culpabilité dans ses yeux et la tension qui sous-tendait chacun de ses mouvements depuis l'incident du matin. « Voyez-vous, poursuivit Miss Marple, la chute d'Alice Penhaligon n'était pas un accident. La tasse de thé, la partition tachée, le brin de lilas légèrement de travers, tout cela était plus qu'un simple accident. C'étaient des instruments subtils dans un scénario soigneusement orchestré. Vous aviez un mobile. M. Whittingham craignait que le talent remarquable d'Alice n'éclipse celui des autres membres du chœur, sapant votre autorité et la reconnaissance que vous aviez acquise au fil des années de service. » Un murmure collectif parcourt la petite assemblée. Les yeux du vicaire s'écarquillèrent légèrement, les Penhaligon se raidirent, et le regard de Harriet Kemsley vacilla avec incertitude. Le regard de Mademoiselle Marple, en revanche, demeura fixe et inflexible. Elle avait vu maintes fois les faiblesses humaines, les rivalités mesquines et les ressentiments cachés, et elle reconnaissait le mélange d'orgueil professionnel et d'envie personnelle qui avait poussé M. Whittingham à agir. « Tu voulais créer un petit incident, poursuit-elle, un incident qui ressemblerait à un simple accident, une tasse de thé renversée provoquant une frayeur, une page de partition tachée,
une fleur mal alignée, mais en réalité c'était un test, une manière subtile de troubler le calme d'Alice et de rappeler aux villageois, peut-être même à toi-même, ton autorité. Pourtant, ce faisant, tu en as révélé plus que prévu le tremblement de ta main, le regard fugace vers le vicaire, les ajustements minutieux des apparences. Chaque petit geste trahissait l'intention qui le sous-tendait. Les yeux de M. Whittingham baissèrent le sol, les épaules affaissées sous le poids de la reconnaissance. Mademoiselle Maple avait observé le comportement de la journée, les micro-ajustements, les gestes minutieusement synchronisés, l'attention nerveuse portée aux objets symboliques. Tous convergent vers une conclusion unique, sans ambiguïté, et avec la lucidité de quelqu'un qui avait passé sa vie à étudier la nature humaine dans ces moments de calme et d'introspection. On pourrait se demander pourquoi personne d'autre ne l'a vu, dit-elle doucement en tournant son regard vers les villageois. La réponse est que l'attention humaine est sélective. La plupart des gens ne remarquent que ce qui est immédiat, tangible ou percutant. Pourtant, des signaux plus subtils, un battement d'œil, une hésitation, le déplacement d'un objet, révèlent bien plus à un observateur patient. Ce n'est pas que l'acte de M. Whittingham ait été intelligent ou grandiose, c'est que ses propres impulsions humaines l'ont trahi, et que les détails ordinaires du village l'ont trahi. Harriet Kemsley et sa compagne exhalèrent un soupir de soulagement, même si leurs expressions trahissaient encore une tension née d'une quasi-implication. Les Penhaligons, eux aussi, étaient visiblement soulagés, même si le choc résiduel de la matinée persistait sur les joues rouges d'Alice et le calme prudent de sa mère. Même le vicaire s'autorisa un léger hochement de tête, reconnaissant le délicat rétablissement de l'ordre social, tout en comprenant les leçons implicites de la révélation. Le regard de Miss Marple se porte sur les objets symboliques. La tasse de thé bréchée, la partition tachée et le brin de lilas. Chacun avait joué un rôle, intentionnel ou non, dans la révélation de l'interaction entre intention et dissimulation. La tasse de thé, si ordinaire et pourtant si révélatrice, avait signalé la perturbation initiale, la partition, portait la trace de la précipitation ou de l'anxiété, et le lilas, dérangé par des accidents mineurs et restauré avec un soin minutieux, reflétait la tentative de préserver les apparences malgré la tension sous-jacente. Ensemble, ils formaient ce récit de la subtile fragilité humaine et des motivations cachées. La leçon à tirer, poursuivit Miss Marple d'une voix posée et calme, n'est pas seulement que l'envie ou l'orgueil peuvent te perturber même les communautés les plus harmonieuses, mais que les éléments ordinaires et quotidiens de la vie, les objets, les gestes, les expressions fugaces, portent souvent le poids de la vérité. À St. Mary's the World, les apparences sont précieuses, la bienséance est sacrée, et pourtant la nature humaine, dans toute son imperfection, trouve le moyen de se révéler, pour peu qu'on l'observe attentivement. M. Whittingham, croisant enfin son regard, hocha légèrement la tête. L'aveu était tacite, mais suffisant pour que la vérité soit comprise. Miss Marple n'avait pas cherché à faire honte, mais à éclairer pour démontrer que la dissimulation, aussi méticuleuse soit-elle, ne résiste pas à une observation attentive et prolongée. Les villageois se dispersèrent peu à peu, retournant chez eux et à leurs occupations habituelles, même si le souvenir des événements de la matinée persistait comme une ombre diffuse sur la verdure. Les conversations étaient discrètes, les regards prudents, et le délicat réseau de l'observation sociale avait été renforcé par la conscience de la faillibilité humaine. Même les rires des enfants, retournant à leur jeu, expriment la conscience tranquille que la journée avait été bien remplie. Différentes journées ordinaires interrompues par des manifestations extraordinaires d'orgueil, d'envie et de calcul subtil. Miss Marple s'attarda un instant, observant la lente stabilisation du village, la restauration minutieuse des apparences et les ajustements discrets qui rétablissaient un semblant d'ordre.
Elle songea à la facilité avec laquelle une intention humaine, aussi infime ou dissimulée soit-elle, pouvait perturber l'harmonie apparente d'une communauté, et à la façon dont des observations tout aussi ordinaires, yeux, mains, objets, pouvaient s'éclairer ces vérités cachées. C'était un équilibre fragile, dont elle avait été témoin sous de multiples formes, et elle réfléchit au schéma persistant de la folie humaine, à la persistance de l'orgueil et aux subtiles leçons que la vie quotidienne, dans ses moindres détails, pouvait enseigner. Alice Penhaligon, sa peur initiale s'étant dissipée, s'approcha de Miss Marple, les yeux toujours écarquillés mais curieux. « Miss Marple, dit-elle doucement, le saviez-vous depuis le début ?» La femme plus âgée sourit, l'air doux mais entendu. « Pas tout, ma chère, répondit-elle, mais suffisamment pour remettre les pièces du puzzle à leur place. Parfois, ce sont les moments ordinaires, passés inaperçus, qui révèlent l'extraordinaire vérité. » Alice hocha lentement la tête, la leçon s'installant dans son jeune esprit tandis qu'elle jetait un coup d'œil aux objets qui avaient joué leur rôle dans la révélation: la tasse de thé, la musique, les lilas, tous redevenus ordinaires, mais pourtant marqués à jamais par les événements de la journée. Tandis que les villageois quittent la salle, revenus à une bonne humeur polie mais obscurcie par une réflexion sereine, Miss Marple s'attarde un instant à considérer l'interaction entre la nature humaine et les circonstances. Elle comprenait que même dans les petites communautés où les apparences et les convenances régnaient, l'envie, l'orgueil et la peur pouvaient surgir de manière subtile mais indéniable. L'observation, la patience et une attention particulière aux détails ordinaires étaient les outils qui révélaient ces vérités, et la matinée lui avait apporté un ample témoignage de la complexité humaine et des nuances morales. Jetant un dernier coup d'œil vers la paisible place du village, Miss Marple rangea son tricot et entama lentement sa marche vers le retour, méditant sur les leçons de la journée. Le village reprenait ses habitudes, mais les subtils vestiges du comportement humain, l'envie, l'ambition, le délicat jeu de dissimulation et de révélation persistaient, comme toujours, sous l'apparence sereine de St. Mary's on the World. Dans ces instants, l'ordinaire révélait l'extraordinaire, et le monde ordinaire du village dissimulait en lui les éternelles complexités de la nature humaine.